Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette neuvième conférence Athéna de l'année. Je le rappelle là pour ceux qui sont nouveaux. Donc, ces conférences sont organisées par l'association AED SNC IHEDN. Grosso modo, l'ancien CHEAR pour ceux qui sont nouveaux. L'association de l'armement terrestre. Et puis, on a depuis quelques mois le soutien de la CAIA qui relaye auprès de ses membres les annonces pour ces conférences, ce qui fait qu'on a de temps en temps des adhérents de la CAIA qui se connectent. Alors aujourd'hui, c'est une conférence purement en distanciel, ce que je disais tout à l'heure en introduction. On est environ une centaine de personnes inscrites et actuellement, on est une trentaine de personnes présentes. La conférence a pour titre Si tu veux la guerre, prépare la guerre. Bon, le titre, il est volontairement peu clair. Il y sera question de la BITD du Maroc et de l'Algérie. Et en fait, cette conférence fait un peu la suite de la précédente conférence qui était consacrée au Maghreb et à la place de la France dans cette région. Donc, notre conférencier de ce soir, c'est Monsieur Patrick Michon. Bon, on ne présente plus Patrick Michon parce que c'est un pilier de notre association. Je vais quand même me livrer à l'exercice. Donc, Patrick, tu es diplômé d'une formation ingénieur. Oui, Tu as fait toute ta carrière, grosso modo, autour de l'armement terrestre, oui, soit dans des fonctions techniques, soit dans des fonctions commerciales. Et tu as d'abord travaillé quelques années à la DGA et puis dans l'industrie. Et tu as successivement commuté d'un groupe à l'autre. Alors ces groupes s'appellent maintenant KNDS, Safran, Airbus. Bon, à l'époque, c'était d'autres noms, hein. ah oui. Et tu es maintenant consultant depuis une dizaine d'années. Tu es également rédacteur assez assidu au sein de la revue Défense. Donc, Et complètement assidu, il n'y a pas un numéro depuis 15 ans sans un article de ma part. bon, parfait. Et tu es également ancien auditeur du CHEAR, donc la 32e session nationale, 31e, la meilleure. bien sûr. Enfin, Donc, je rappelle à tous les participants que la conférence sera enregistrée, qu'elle sera disponible sur le site de l'association et sur la chaîne YouTube dans quelques jours. Et une dernière consigne pour les gens à distance, donc coupez vos micros, coupez vos caméras. Au niveau des questions, posez-les plutôt dans le chat. Donc, on balayera le chat à l'issue de la conférence. Et donc, Patrick, je te cède la parole. merci beaucoup. Eh bien, merci d'avoir la patience de me consacrer 1 heure et demie, peut-être un peu plus. Je suis très bavard. Je vais avoir le plaisir de vous présenter les capacités au point de vue développement de l'armement des deux pays qui nous font face sur la rive sud de la Méditerranée, l'Algérie et le Maroc, qui ont des velléités de régler quelques problèmes par des moyens virils. C'est ce que j'appelle donc, si tu veux la guerre, prépare la guerre. Alors, je tiens à dire que mon étude est une étude purement technique. Je ne recherche en aucun cas des responsabilités d'un ou de l'autre pays s'il y avait un conflit entre ces deux pays. Je dis simplement les capacités de ces pays à se constituer un arsenal, soit par une industrie personnelle, soit par des acquisitions auprès de pays exportateurs. En disant si chacun a l'idée de poursuivre une action diplomatique par d'autres moyens. Bon, vous avez tous mémorisé Clausewitz. Mais Clausewitz, il y a plus ancien, hein, dans le livre de Joël, l'Ancien Testament, 3:10, transformez vos socs de charrue en épée et vos sarpes en lance, et que le berger devienne un guerrier. C'est tout à fait caractéristique des volontés de régler des problèmes par la force. Voilà. Donc, l'idée que ces deux pays peuvent régler leurs problèmes par des moyens ultimes, ce n'est pas de moi. Il y a un ouvrage qui est paru il y a 1 an, Le scénario noir d'armée française de Madame Alexandra Savina, qui regardait des conflits qui pourraient éventuellement impliquer l'armée française. Bon.
Et le premier qui venait était un conflit au Maghreb entre l'Algérie et le Maroc. Et de même, l'ancien ambassadeur français à deux reprises, Xavier Dréancourt, avait acquiescé à cette idée, car la dégradation des relations à la fois entre l'Algérie et le Maroc, et puis peut-être entre l'Algérie et la France, est telle que l'on ne peut pas en écarter la possibilité. Alors, possibilité ne veut pas dire que ça se réalisera. Euh, Nous en verrons quelques hypothèses en toute fin de conférence. Mais est-ce un baril de poudre aujourd'hui? Eh bien, les deux pays consacrent une part importante de leurs revenus en des acquisitions d'armement. Hein, les acquisitions, c'est 11% du budget en Algérie, enfin, et 9% au Maroc. C'est un effort qui n'est pas soutenable sur le long terme, ce qui veut dire qu'ils auront à régler leurs problèmes rapidement, ou sinon ces investissements n'auront pas lieu d'être. Les budgets de défense de l'Algérie augmentent de 10% pratiquement chaque année, et ceux du Maroc augmentent de 9%, c'est assez similaire. L'Algérie a des problèmes avec tous ses voisins. Éventuellement, nous allons voir que le problème principal, c'est ce que j'appelle le Sahara occidental. Mais également, l'Algérie a des problèmes de frontières avec la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, en fait, où il y a des groupuscules islamistes, des trafics d'armes, de drogue et des réseaux de migration. Et ceci est une menace ressentie comme telle. Bon, le Maroc, lui, a comme problème essentiel de s'opposer à des volontés algériennes. Alors, course aux armements. Ça veut dire, puisque nous verrons que ces pays ont une BITD, dans les deux cas, dans un état naissant, donc il faut qu'il y ait des protecteurs livrant des armements. Bon, le protecteur principal, c'est la Russie. Le protecteur d'Algérie et le protecteur principal du Maroc, ce sont les États-Unis. Vous voyez deux exemples. Je pense, un Sukhoi ou un MiG aux couleurs algériennes, provenance Rostec, c'est-à-dire la grande compagnie de construction aéronautique russe, à gauche, et à droite un char M1 américain avec le drapeau du Maroc. Mais la géographie est nécessaire pour comprendre les difficultés des pays à ses frontières. Alors, je vous présente deux photos. Celle qui est sur la main droite, c'est les cinq pays du Maghreb, puisque dans le Maghreb, on va rajouter la Mauritanie, mais enfin, qui ne compte pas terriblement au point de vue équilibre. Donc, vous avez les cinq pays du Maghreb et ceux que nous allons considérer aujourd'hui, au contraire de la conférence d'il y a un mois qui couvrait tous ces pays-là, nous allons considérer que le Maroc et l'Algérie. Mais le Maroc a eu la mémoire d'un temps glorieux où les frontières du Maroc couvraient quasiment, enfin, absolument toute la Mauritanie, une partie du Mali et une partie de l'Algérie actuelle. Bon, c'est bien sûr une mémoire historique, ça ne veut pas dire que c'est une revendication actuelle, bien que. Alors, il y a des rêves inavoués, hein, quand même. Le rêve inavoué du Maroc est de récupérer, d'abord de consolider sa présence au Sahara occidental, ancien Sahara espagnol, où où ils occupent à peu près 80% du territoire aujourd'hui, et puis une partie qui appartient à l'Algérie, les vieilles cartes marocaines assurent qu'une partie de ces territoires de l'ouest du Sahara algérien faisaient partie à un moment donné du Maroc et ont été progressivement absorbés dans l'Algérie qui à l'époque était département français entre 1830 et 1962 et qui aurait et repoussé progressivement la frontière vers l'ouest. Je ne prends pas part. Mais il y a un rêve inavoué de l'Algérie qui est héritier directement d'ailleurs de l'Algérie française. Au moment de l'indépendance du Maroc en 56, il y avait certaines idées
de récupérer le sud du Maroc pour donner à l'Algérie un accès direct à l'océan Atlantique. Donc j'ai des rêves inavoués. Alors, comme du temps de l'Alsace-Lorraine entre 1871 et 1914, ils pensaient toujours n'en parler jamais. Bon, pourquoi l'Algérie et le Maroc sont des frères ennemis? Ben, pour nous autres occidentaux, c'est une même culture arabo-berbère, avec une même religion, l'islam malikite, mais les histoires ont été séparées depuis très longtemps. L'Algérie, ou du moins ce qu'on appelle l'Algérie, a connu une présence ottomane entre les années 1500 et 1830. Le Maroc, lui, a toujours réussi à rester à l'écart des ambitions ottomanes et a combattu l'Empire ottoman avec succès. Et la première opposition entre ces deux pays, c'est 1963, la fameuse guerre des Sables, qui s'est terminée sur un match nul au point de vue territoire, mais dans lequel, dans ce petit conflit, les pertes algériennes ont été 6 fois plus importantes que celles du Maroc. Déjà à l'époque, alors, ça peut s'expliquer par le fait que l'Algérie venait d'obtenir son indépendance, l'armée algérienne n'était peut-être pas très organisée, alors que l'armée marocaine l'était davantage. Et donc, cette guerre des sables reste quand même marquante des relations entre les deux pays nouvellement indépendants ou pleinement indépendants à ce moment-là. N'oublions pas que le Maroc n'était jamais été colonie, mais était un protectorat. Aujourd'hui, 2025, où serait l'allumette? Dans le tombeau, où serait le tonneau de poudre? Eh bien, c'est l'ancien Sahara espagnol. Alors, le Sahara espagnol était un territoire de 260 000 km², très peu exploité, très peu mis en valeur par l'Espagne, sauf une mine de phosphate au nord de ce territoire qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est l'un des principaux, voire le principal, l'un des principaux, voire le principal exportateur de phosphate par le monde. Donc, au moment de l'agonie de Franco, le Maroc a tenté un coup de poker qui a marché, la fameuse marche verte, c'est-à-dire des milliers, des centaines de milliers de Marocains sont rentrés pacifiquement dans ce qui était le Sahara espagnol et n'en sont jamais repartis. Mais, de son côté, l'Algérie, qui se rappelle du plan hein, de la première, d'une des premières cartes que je vous ai présentées, voudrait bien avoir accès directement ou indirectement à la côte atlantique. Donc, son idée serait d'installer un État satellite qui permettrait un accès à l'Atlantique à partir de Tindouf. Voilà. Donc, pour ce faire, des réfugiés sahraouis ont été regroupés à Tindouf et il y a un front révolutionnaire armé, le Front Polisario, qui est soutenu à bout de bras par l'Algérie et qui recrute parmi les réfugiés dans des camps autour de nous depuis 50 ans, hein, puisque la Marche verte, c'est 49 ans, et la montée en puissance de la volonté d'en faire un État, ça date de la même période. Bon, alors, est-ce que, quel est l'effet de cette petite guerre qu'il y a actuellement, depuis pratiquement 50 ans, entre le Maroc et le Front Polisario, qui est le bras armé de la République sahraoui. Alors, le gros intérêt, bon, alors, bien sûr, ce que je dis n'est pas politiquement correct, mais cette petite guerre des sables, qui fait quand même des victimes des deux côtés, permet au régiment marocain de s'entraîner à faible prix avec un sparring partner, pour parler comme dans le golf, comme comme, au noble art. Et donc, cette petite guerre d'usure, petite guerre, se poursuit de près de 50 ans et permet aux phares marocaines d'avoir un entraînement en vraie grandeur, ce que n'a pas l'Algérie depuis ce moment-là. Donc,
il y a une différence entre l'entraînement de l'armée algérienne et l'armée marocaine. Alors, voilà une carte récente du Sahara utile. Donc, tout ce qui est en vert clair est protégé par un mur de sable, par plusieurs murs de sable, et c'est là où l'autorité du Maroc s'exerce, avec comme intérêt, effectivement, les ressources de phosphate, hein, qui sont au nord, et puis la côte qui est extrêmement poissonneuse. Alors que ce qui est en ocre reste accessible aux raids du Front Polisario qui ne se hasardent pas trop à franchir les murs de sable parce que ces murs ont été équipés de détecteurs et sont malheureusement ou heureusement accueillis par les forces marocaines s'ils cherchent à le franchir. Voilà, donc aujourd'hui, le territoire initial du Sahara espagnol est divisé en deux. 80% sont sous la coupe ou sous l'administration réelle marocaine et 20% sont sous administration du Front Polisario de la RASD, République arabe sahraoui démocratique. Alors il faut comparer les budgets. Comme vous avez vu au début, le budget de défense de l'Algérie est à peu près 2 fois plus important que celui du Maroc. Mais l'entraînement des deux armées n'est pas du même niveau, car depuis 1965, l'armée nationale populaire algérienne est très impliquée dans la politique intérieure et, je dirais, euh, est le véritable animateur du gouvernement et fait élire successivement le président qu'il cherche. Actuellement, c'est M. Tebboune. Et n'a pas ni la doctrine ni l'entraînement. C'est une garde prétorienne. Du moins, c'est l'information que je peux évoquer avec eux. Certes, les équipements sont nombreux, mais l'entraînement ne l'est pas. Alors qu'au Maroc, la petite guerre que j'avais évoquée, qui fait quand même des victimes, des victimes humaines, hein, essentiellement militaires, mais peut-être également civiles, ça permet un entraînement en conditions réelles, hein. Bon, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est ce qui se passe. Il faut dire aussi que, contrairement à l'Algérie, l'armée marocaine a été intervenue côté de la Syrie et de l'Irak en 73 dans le guerre Kippour et a des missions de rétablissement de la paix sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine. C'est un moyen de se perfectionner et de contacter d'autres forces, hein. Donc, le rapport des budgets, le rapport des effectifs, le rapport du matériel, c'est 2 à 1. Mais côté compétences, elle serait plutôt du côté du Maroc. Du moins, c'est mon avis, c'est certain. Et pour les acquisitions, quand il s'agit d'acquisitions auprès par importation, les quantités sont plus faibles, mais plutôt des matériels innovants, alors que Alger semble s'engager vers des accumulations de matériel à la russe ou à la soviétique. Cela étant dit, l'ambition de tout pays, c'est effectivement d'avoir une base industrielle et technologique de défense. Donc, quel est aujourd'hui leur niveau de développement? Alors, je rappelle que pour faire une BITD à partir de rien, il faut qu'un pays puisse aligner 3 conditions qui sont toutes les trois impératives. La première, c'est l'existence préalable d'une base industrielle et technologique civile, autonome, c'est-à-dire avec un réservoir d'ingénieurs, de techniciens, d'administrateurs autonomes, parce qu'une BITD se greffe sur une BITC. Et je n'ai pas vu jamais un pays ayant développé une BITD de défense à partir de rien. Il y a forcément une base, et cette base, c'est la BITC. Il faut effectivement en outre que le pays ait un large réservoir d'ingénieurs et techniciens de valeur et motivés. Et puis que le gouvernement local se rende compte qu'une BITD se construit au bout au moins une génération. Donc il faut avoir la volonté pendant 30 ans et les moyens financiers pendant 30 ans. Parce que installer une BITD, ça coûte cher. Alors, bien sûr, la mise en place de partenariats, transfert de technologie, hein, qu'ils soient légaux ou non, avec des BITD plus avancés, permet d'aller hein, éventuellement un peu plus vite.
Mais on voit que créer une BITD, peu de pays ont réussi. Alors j'en cite la Turquie, c'est évident. La Turquie a atteint une BITD tout à fait valable et actuellement l'armée turque, c'est pas le sujet aujourd'hui, peut couvrir 80% des besoins de la Turquie. Israël, qui a misé sur tout ce qui est, je dirais, haute technologie, la Chine populaire et l'Afrique du Sud, mais ces efforts ont été mis à zéro après le transfert du pouvoir en 1994. Nous pensons que l'Inde va arriver à avoir une BITD autonome. Et il n'y a pas d'autres pays ayant obtenu cette capacité, à ma connaissance. Il y a eu des essais, mais qui n'ont pas été poursuivis avec assez de temps, suffisamment de temps pour que ce soit concrétisé. Je pense au Brésil, il y a eu un décollage dans les années 80-90, surtout au point de vue terrestre, qui depuis se sont révélés vains. La seule partie de la BITD brésilienne qui survit, c'est la partie aéronautique avec Embraer. En Algérie. Alors en Algérie, le début, ça date maintenant d'il y a pas loin de 40 ans, c'était pour construire des armes individuelles et la maintenance de quelques équipements par réponse au fait que la guerre civile qui avait éclaté avait déclenché des embargos sur des fournitures. Aujourd'hui, bon, alors bien entendu, le problème, lorsque l'on veut connaître la vraie valeur d'une BITD, c'est de ne pas se laisser euh, intoxiquer par la propagande, soit positive, soit négative, du pays ou des adversaires. À de nombreuses reprises, des sources d'information algériennes font état de la capacité de production de véhicules blindés, de navires. Euh, Cela semble exagéré. Aujourd'hui, il y a effectivement du matériel électronique à usage plutôt sécuritaire que militaire. La communication tactique serait produit en Algérie. Il y a eu des accords avec les Émirats arabes unis, l'Italie et l'Allemagne, mais ces transferts ne sont pas actuellement très efficaces car je dirais la capacité de mettre à disposition d'une BITD naissante des ingénieurs et techniciens en quantité suffisante ne semble pas apparaître. Bon, quelques exemples quand même. Des corvettes sont fabriquées en petite quantité à Mers el-Kébir. C'est des navires de 60 mètres de long à peu près, mais c'est plutôt des patrouilleurs hein, côtiers que des corvettes. Et tous les équipements qui sont dessus, le canon, les missiles de protection antiaérienne et autres, sont importés de Chine. Vous avez là une photo de la corvette à quai à Mers el-Kébir. C'est pas réellement. Bon, certes, la coque a été construite à Mers el-Kébir, mais tous les équipements importants ont été importés et montés dedans. Donc, je ne vois pas là une véritable autonomie de BITD. Et c'est un navire destiné à de la surveillance côtière, de protection des pêches. Au Maroc, la situation est différente. D'abord, sans vouloir entrer sur les capacités ou non de l'instruction, de l'éducation du Maroc pour la totalité de la jeunesse marocaine, il y a au minimum une capacité de détection des éléments les plus prometteurs dans l'enseignement des mathématiques et de la physique. Et cela peut être confirmé parce que parmi les élèves étrangers de Polytechnique, 40% sont marocains. Or, vous savez que le concours d'accès à la Polytechnique, c'est quand même pas le plus facile, et les élèves étrangers ou non passent le même concours. Donc, il y a une excellence marocaine en maths et en physique. Le Maroc s'est euh, s'est impliqué dans un développement pour l'entretien, le maintien en condition opérationnelle des équipements qu'ils ont achetés à l'étranger il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et le Maroc vise
à être non seulement un producteur d'armement pour ses moyens propres, mais aussi d'exporter sur le marché africain, qui est laissé un peu à l'abandon, car il n'y a pas d'autre. La seule industrie naissante qui existait, c'était l'Afrique du Sud, mais qui, 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 qui a abandonné cette ambition depuis déjà une trentaine d'années. Donc le Maroc se dit finalement le marché africain pourrait être un marché d'exportation. D'autres pays ont des ambitions similaires, mais n'ont pas concrétisé. Actuellement, je pense au Nigeria. Donc c'est l'ambition, c'est de pouvoir exporter, de pouvoir équiper l'armée marocaine et aussi d'exporter, en s'appuyant d'ailleurs sur des alliances ou des co-entreprises, en particulier avec des industriels turcs ou israéliens. Voilà, alors il y a des zones industrielles, comme on l'avait indiqué, et il y a quelques semaines, une usine indienne, enfin, une usine établie en coopération avec Tata de l'Inde pour construire des véhicules blindés 8-8, d'abord pour l'armée marocaine, dans un centre, une zone industrielle dédiée à Casablanca. Voilà. Avec des tourelles elles-mêmes construites sous licence au Maroc, mais à une licence israélienne. C'est là où on voit que nous avons affaire à un pays arabe ou arabo-berbère qui ne rejette pas l'alliance avec Israël, ou du moins des accords profitables avec Israël. Donc, eh bien voilà, il s'agit de l'usine de montage de ce 8-8 qu'on pourrait comparer rapidement, sans aller plus loin, à des 8-8 comme le VCI français. Sans aller jusqu'à savoir exactement le niveau de protection, etc. Mais en gros, c'est la même famille. Voilà. Donc, les ambitions sont grandes. Est-ce que ils auront au bout des ambitions? On ne le sait pas. Mais en toutes ces causes, ce, c'est la concrétisation d'un effort qui ne donnera pas une autonomie totale, puisque le moteur continuera à être livré par les Américains, la tourelle et les équipements de tourelle par les Israéliens. Donc, un embargo peut toujours arriver et couper les ailes de ce beau canard qui est en train de se développer. Un autre secteur dans lequel le Maroc investit, c'est que le Maroc accueille des usines de production de composants aéronautiques, une ligne de production du moteur d'avion civil, hein, le LIP, vient d'être d'être prévu ou d'être en cours de chantier au Maroc, associé à la maintenance des et à la réparation de ces moteurs. Enfin, Safran qui est une entreprise française, est très présent au Maroc et cela pourrait être le point de départ d'un secteur aéronautique plus complet, bien qu'aujourd'hui, aucun projet de construction aéronautique complet, c'est-à-dire l'avion, la cellule, le moteur, les équipements, ne semble exister, mais c'est une première étape dans ce secteur-là. Nous voyons donc que ni l'Algérie ni le Maroc ne peuvent équiper leurs forces de matériel locaux, de matériel indigène. Donc, il faut que les deux pays se retournent vers des fournisseurs extérieurs. Quels sont ces pays? Eh bien, l'Algérie, je vous rappelle, privilégie la quantité de matériel et le Maroc privilégie la qualité aux dépens de la quantité. Et puis, veut, après ces acquisitions effectuées, procéder lui-même à l'entretien et à la modernisation. En Algérie, le fournisseur, depuis 60 ans, depuis l'indépendance, a été au début le RSS et la Russie en est l'héritière. Donc la Russie a fourni successivement, d'abord la Russie, des véhicules terrestres, des blindés, des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des avions de tout type, combat, transport, et des frégates, et surtout, ce qui est important, des sous-marins. Bon,
l'Algérie peut se le permettre puisque elle est riche de ses hydrocarbures, pétrole et gaz. Acquérir, racheter des armements, ça coûte cher. Et le budget de 2025 est apparemment en déficit de façon importante. En France, on se plaint d'avoir 8% de déficit, ramené à un peu moins maintenant. L'Algérie serait en déficit de 23%. Cela étant dit, la liste des achats, aujourd'hui encore, ça comprend des chasseurs Sukhoi 35, des bombardiers Sukhoi 34, euh, dans les livraisons commencent, et puis on parle, ça semble être signé, mais parfois entre une annonce de signature, le versement de la compte qui met en vigueur le contrat, il y a une marge, hein. Alors, est-ce que c'est franchi ou pas franchi? Je ne pourrais pas dire, mais il y a aussi eu des chars T-92, des sous-marins, ce qui est important, et des systèmes anti-aériens de différents niveaux. Donc on voit que l'Algérie continue à faire confiance à la Russie comme étant son fournisseur principal. Alors, quelques exemples de matériel russe apprécié de l'Algérie. Le T-72 Terminator, dont l'Algérie est le principal utilisateur. Alors, il s'agit d'un châssis de char T-72 avec une tourelle, dirons, qu'on verrait plutôt sur un véhicule de combat d'infanterie. Une tourelle à la fois anti-personnel, anti-char, puis vous avez un canon anti-personnel, je crois de 30 millimètres, avec des missiles anti-char de part et d'autre. Et puis, le même concept, là monté sur un BMP avec une tourelle Bérézoc qui également est canon et missile anti-char. Et une idée originale de l'Algérie, puisqu'elle n'est reconnue que dans ce pays, l'Algérie avait commandé 300, avait reçu il y a maintenant une quarantaine d'années 300 chars T-62 qui n'ont pas donné grande satisfaction, qui ont été rapidement remplacés par les T-72 et les T-80. Mais comme le châssis du T-72, du T-62 reste valable, l'idée a été de remplacer la tourelle de 115, avec un canon de 115 millimètres par la fameuse tourelle Bérézoc que nous avions vue tout à l'heure. Donc la modification se fait normalement en Algérie, à côté de Blida, à Beni Mered, dans un arsenal. Donc il s'agit de remplacer une tourelle de char par une tourelle d'appui, par la tourelle Bérézoc, une tourelle d'appui-feu à relativement peu de frais. Voilà, donc là vous voyez le T-62 normal en haut, avec son canon de 115 millimètres, un petit peu original, et dessous le même châssis, mais cette tourelle anti-personnel et anti-force, canon et missile. Donc la nouvelle tourelle ayant un puits de tourelle plus petit, il faut monter un anneau d'interfaçage. Voilà. Et nous remarquons dans les défilés du 4 juillet ou du 1er novembre une quantité importante également de ces T-62 avec cette nouvelle tourelle. Bon, alors parmi les équipements russes actuellement livrés ou en cours de livraison, Sukhoi 34, hein, c'est un chasseur-bombardier extrêmement puissant, extrêmement efficace. Peut-être on parle de l'achat de 12 Felons, qui est l'équivalent du F-35 américain, donc qui mettrait l'Algérie au niveau des principales forces combattantes. Étant entendu que les livraisons commencent en Russie, donc l'Algérie serait le premier client étranger d'exportation. Et surtout, j'insiste sur le fait que dans les pays du nord du sud de la Méditerranée, donc les pays d'Afrique du Nord au sud de la Méditerranée, l'Algérie est le seul à avoir une sous-marinade. Et cette sous-marinade est équipée actuellement de 6. On parle de 2 de plus, mais cela n'est pas confirmé. Sous-marin Kilo,
qui sont équipés de missiles assez, assez agressifs. Et ça permettrait, en cas de conflit avec le Maroc, de fermer la porte de la Méditerranée qui est le détroit de Gibraltar. Donc ceci est un point important, une force réelle de la marine algérienne en cas de conflit, l'hypothèse d'un conflit avec le Maroc. Bon, mais cela étant dit, l'Algérie a bien compris qu'actuellement, la BITD russe, elle doit produire pour l'armée russe, qui a beaucoup de besoins, et donc qui n'est pas capable de livrer en temps utile selon les commandes. Donc, l'Algérie essaye de trouver d'autres fournisseurs. Alors, les deux principaux qui ont été identifiés, la Chine et la Turquie. Il y a eu des propositions françaises qui ont été rejetées, toutes, à l'exception de patrouilleurs de protection des pêches océans. Nous verrons une photo. Bon, l'Allemagne, elle, n'a pas le passé que la France a avec l'Algérie, donc elle livrait des frégates légères ou corvettes, hein, la classe Péco 100, et des équipements électroniques. L'Italie importe un hélicoptère qui est l'équivalent du Mistral français en un peu plus petit, et puis devrait produire dans une co-entreprise, encore sur le papier, une centaine d'hélicoptères. Et puis la Chine livre des frégates peu armées. Mais l'Algérie s'est intéressée à un système chinois, le Phelong 60, et serait même, je dirais, euh, le premier client de ce SR-5 chinois. C'est des lance-roquettes polyvalents qui sont capables de lancer des roquettes 122 mm, des missiles balistiques et des munitions rôdeuses. Donc, si ceci était confirmé, cela montrerait que l'Algérie s'équipe en moyens de toute dernière génération. Voici une photo du SR-5 et du Félong avec sa mission rôdeuse, qui pourrait être un game changer, hein, pour parler franglais, c'est-à-dire une souplesse dans l'emploi que nous ne connaissions pas auparavant. Alors, quelques photos de matériel acquis par l'Algérie. Ce fameux porte-hélicoptère d'origine italienne, hein, donc c'est la copie italienne d'un porte-hélicoptère qui existe en trois exemplaires dans la marine italienne et qui là, a été acquis il y a quelques années et qui est le navire amiral de la flotte algérienne. Et enfin, c'est la fourniture française, donc des gardes-côtes ou des gardes-pêche, fournir deux lots de 20 exemplaires par la Société française Océa de Saint-Nazaire. Face à l'Algérie, nous avons le Maroc. Alors, le Maroc s'est réconcilié avec Israël dans le cadre des fameux accords Abraham qui étaient, je dirais, promus par, par Donald Trump I, lorsque Donald Trump était le 45e président des États-Unis. Maintenant c'est le 47e puisqu'il y a eu Biden entre les deux. Et l'État hébreu, Israël, a toujours conservé une certaine proximité avec le Maroc par le fait que la communauté juive du Maroc, qui avait atteint 200 000 personnes au moment jusqu'en 58, jusqu'à l'indépendance, était restée, je dirais, psychologiquement parlant, ou amoureuse du Maroc, bien que la position des Juifs au Maroc au temps du Maxen n'était que des positions de dhimmi, mais c'est quand même bien protégé. Donc aujourd'hui, Israël capte 11% du marché marocain, ce qui est quand même énorme. Et à bien savoir, le Maroc a accepté de vendre des satellites espions, au fait. Donc ce qu'ils acceptent de fournir qu'à des pays qui restent proches, hein. Bon, historiquement parlant, on pourrait en revenir. Israël et le Maroc ont conservé des relations, je dirais, euh, cordiales. Voilà. Même au moment où une bonne partie de la communauté juive
du Maroc a été incité à émigrer, essentiellement en Israël, entre les années 56 et 65, réduisant la communauté de 200 000 à quelques milliers. Alors, l'armée de l'air du Maroc a été longtemps une armée de l'air équipée de matériel français. C'est terminé en 2000, en 2005. Les, les, les Marocains ont choisi l'offre F-16 contre une proposition de Rafale, peut-être trop tôt, peut-être mal défendue au point de vue politique. Il reste dans l'arsenal marocain des Mirage F-1 qui ont été profondément modernisés, mais ces avions commencent à prendre de l'âge, et donc il va falloir faire face à l'acquisition des Sukhoi 57 d'Algérie dont on vient de parler. Qui sera le vainqueur? On peut parler du F-35 si les Américains acceptent de le vendre. On peut parler d'un nouveau lot de F-16, et puis peut-être même du Rafale, on ne sait jamais. Bon, dans le domaine des drones, il y a les deux pays leaders dans les fournitures au Maroc, c'est la Turquie et Israël, et ont acquis une position incontournable. Aujourd'hui, il y a l'équipement de l'armée de l'air marocaine, c'est du F-16, qui est au dernier carat, des Mirage F-1 modernisés et des F-5 Freedom Fighter qui accusent un âge certain et qui, à mon avis, sont bons pour faire leur droit à la retraite, d'où la compétition qui est en train de s'ouvrir. Alors, compétition, soit pour du matériel neuf, on parle de plus en plus du transfert de 30 Mirage 2000-9 pour les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont 80 Mirages, ont commandé à peu près, excusez-moi, 60 ou 80, viennent de passer la commande de 80 Rafales, donc vont avoir une surquantité de chasseurs, et comme les relations entre les Émirats arabes unis et le Maroc sont excellentes, envisage de transférer 30 de ces Mirage 2000-9, c'est la version la plus élaborée des Mirage 2000, à l'Algérie à partir de 2026-2027, c'est-à-dire lorsque les Rafales commenceront à être livrés. La France a donné son accord à ce transfert, donc cela permettrait d'avoir rapidement en Algérie un moyen de contrer, peut-être pas le Sukhoi 57, mais au moins le Sukhoi 30 et 35 dont est équipée l'Algérie. Hein, c'est un avion performant qui reste performant malgré un âge qui commence à se faire. Donc voici les Mirage 2000-9 SAU, des EAU, qui sont, enfin, la rumeur est persistante et toujours, même si la rumeur est confirmée, attendons de voir ces avions sous la cocarde marocaine. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Le gros problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est la maîtrise du détroit de Gibraltar. Alors, trois pays ont un accès aux côtes atlantiques et méditerranéennes, donc je dirais, sont très intéressés par la libre circulation entre l'Atlantique et la Méditerranée, c'est-à-dire le fait de passer le détroit de Gibraltar, hein, qui est quand même, qui a été l'endroit où il y a eu de nombreuses batailles navales entre particulièrement la France et l'Angleterre, mais pas uniquement. Donc, trois pays peuvent, je dis trois pays, il y en a même quatre. Non, il y a trois. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, l'Espagne et la France. Donc aujourd'hui, le Maroc est sur place, mais manque de moyens anti-sous-marins parce que la sous-marinade algérienne peut être un élément clé pour bloquer ce détroit. Et le Maroc n'a pas de sous-marin, n'a pas de sous-marinade. On en parle depuis des années, mais n'a pas concrétisé ses achats. Donc, qui serait le fournisseur de sous-marins au Maroc? Grosse question. La marine marocaine accumule les visites chez les constructeurs de sous-marins, mais en 2025, aucune décision n'a été prise.
Il pourrait y avoir la France avec des sous-marins d'Amal Group ou l'Espagne, qui sont les deux plus probables. On a même parlé un temps de sous-marins russes, mais l'engagement de la Russie auprès de l'Algérie fait que ce dernier fournisseur est peu probable. Ça va être une question d'argent, une question de financement et une question de capacité de fourniture rapide. Aujourd'hui, la question n'est pas résolue et les capacités de lutte anti-sous-marine du Maroc sont insuffisantes. Hein, donc aujourd'hui, c'est le point vraiment faible, alors que au point de vue terrestre et au point de vue aérien, les deux forces s'équilibrent à peu près. L'entraînement marocain compensant plus ou moins la quantité algérienne. Alors voici une photo d'une frame, hein, c'est une des frames qu'on a vendues, enfin, une des frames qu'on a vendues à l'étranger, la seule frame qui a été vendue au Maroc, mais la seule. Et puis une corvette fournie il y a maintenant pas mal quelques années par Etco au Marocain, mais qui est restée seule son âge. Voilà. En côté terrestre, ben, nous autres, industrie française, c'est pas glorieux. Là, il y a eu un premier lot de César au point de vue artillerie, et le deuxième lot, ben voilà, c'est Atmos, le concurrent israélien. Je n'ose pas dire la copie, mais je pourrais pratiquement dire la copie israélienne du César, qui nous a fait le même coup au Danemark. Il faut bien voir que les commerçants d'Elbit sont excellents. Et à droite, vous avez le char M1 américain euh, qui peut s'opposer au T-90 algérien. Et puis, j'ai voulu montrer cette photo de l'ami CRC, qui n'est pas un char, qui est un engin de reconnaissance puissant et rapide. Pourquoi? Parce que j'ai une tendresse particulière pour ce véhicule, car j'ai fait partie de l'équipe prototype il y a maintenant, ben, ce temps passe pas loin de 50 ans. Et donc j'ai une tendresse absolument particulière pour ce véhicule, y compris sous les couleurs marocains. Vous remarquerez le miroir de volet, euh, bon, qui m'appelle papa. Ce qui explique effectivement, mais qui est particulièrement bien adapté aux opérations de raid, de razzia entre le Maroc et le Front Polisario. Mais voilà, je vous ai parlé des personnes, des BITD qui sont présents euh, au Maroc, hein, pour compléter la BITD marocaine qui est encore juvénile. Donc, je vous ai parlé des Américains, des Israéliens, des Français, des Espagnols. Il y a un nouveau entrant, le Brésil. Alors, le Brésil avait une BITD naissante qui a été bornée, sauf dans le domaine aéronautique. Quelques missionnaires, mais essentiellement dans le domaine aéronautique. Et nous pensons que la première commande importante pourrait être l'avion de transport Embraer KC-990 en remplacement des Hercules américains. Ce n'est pas confirmé, mais cet avion présente beaucoup d'intérêt. Donc on pourrait imaginer que ça soit une porte d'entrée de la BITD brésilienne sur le marché marocain. Y a-t-il une dissuasion non nucléaire entre ces deux pays? Ben oui. Les deux pays se sont donné de capacités de dissuasion avec des missiles balistiques équipés d'explosifs classiques. L'Algérie a choisi l'Iskander E russe, bien entendu, porté 500 km, pour cibler les centres de commandement, les systèmes de défense aérienne et les structures critiques. La réponse marocaine, c'était un système américain, le HIMARS, dont on entend parler régulièrement lorsque l'on parle de l'Ukraine. La portée est plus limitée, mais il est plus précis. Donc voilà. Donc pour l'Algérie, c'est l'Iskander E qui a remplacé des achats précédents avec des Frog 7. Donc voici l'Iskander E pour l'Algérie. Et voici l'HIMARS qui a donc qui va recevoir 18 lanceurs.
avec des missiles américains que voici en photo. Donc les deux pays ont une capacité de dissuasion non nucléaire, mais de moyens de frappe à longue distance et précis. Bon, bah, quelle conclusion de tenir tout ça? Voilà, les dépenses militaires de l'Algérie du Maroc sont excessives, sauf s'ils ont décidé de régler leur conflit de façon virile, de façon brutale, parce qu'il y a d'autres besoins, l'éducation, la santé, le logement. Bon, si les pays étaient sages, ils essaieraient de résoudre leurs problèmes autour d'un tapis vert, mais aucun des deux pays n'a peut-être intérêt à la sagesse, car il y a de part et d'autre des conflits, des tensions, excusez-moi, des tensions, des conflits internes, tensions qui peuvent être islamistes, irrédentistes, des deux côtés de la frontière. Et dans ce cas-là, n'oublions pas le déclenchement de la guerre, la Première Guerre mondiale, était dû à fait que c'était un moyen d'échapper à des tensions internes. Mais est-ce que le conflit est certain? Est-ce que on doit toujours craindre le pire? D'abord, comme ils n'ont pas d'autosuffisance, ils sont obligés d'écouter les conseils amicaux de leurs parrains ou fournisseurs, parrains et fournisseurs. La Russie pour l'Algérie et les USA pour le Maroc. Et les fournisseurs, les parrains, n'ont pas forcément intérêt à un conflit ouvert. Bon, côté russe, la Russie est très embêtée entre son client principal, l'Algérie, mais aussi tous les États au sud de l'Algérie qui sont en mauvais termes avec l'Algérie, mais en bon terme avec la Russie. Donc la Russie, les amis de la Russie ne sont pas amis entre eux. Hein. L'ami de mes amis sont mes amis, ben là, c'est pas le cas. L'Algérie est amie de la Russie, l'Algérie est amie de l'AES, mais l'Algérie et l'AES ne sont pas amis. Donc ça gêne beaucoup la Russie qui finalement verrait un conflit ouvert d'un mauvais œil. Et les USA ont certes reconnu totalement, comme la France, la marocanité du Sahara occidental, mais elles ne désirent pas du tout rejeter l'Algérie dans les bras de Moscou. Et ainsi de provoquer la hausse du prix du pétrole et du gaz qui serait pas favorable. Euh, et puis aujourd'hui, certains cercles en Algérie semblent pouvoir se dégager d'un soutien coûteux au Front Polisario. Donc, on pourrait en déduire que, euh, d'une certaine façon, euh, le conflit que je vous semblez croire que j'avais prévu n'aura peut-être pas lieu. Hein. Alors, je voudrais finir par une caricature de Dilem. Dilem est un excellent caricaturiste algérien qui est publié dans des journaux algériens et qui marque, alors c'est une plaisanterie, hein, vous avez d'un côté de la frontière le drapeau algérien qui fait de l'ombre dans le territoire marocain. Cela est assez représentatif de l'état d'esprit entre les deux pays. Voilà, j'ai fini ma péroraison et je serais heureux de répondre à des questions que vous voudriez bien me, me soumettre. Eh bien, merci Patrick pour ces éclairages. Alors, on va regarder les questions qui sont dans le chat. Il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant, donc n'hésitez pas à écrire. Une première question, c'était sur tu as évoqué à un moment la Corée du Nord. La Corée du Nord a-t-elle une BITD? Donc, ça n'a rien à voir avec la Alors, conversation oui, j'ai oublié d'aujourd'hui, mais de le citer, mais comme la Corée du Nord, c'est vraiment un immense trou noir. La BITD Nord a effectivement une BITD, j'ai oublié de le citer, qui a été construite avec l'aide plus ou moins officielle de trois pays sur certains points de l'Iran, avec des échanges nucléaires, missiles entre l'Iran et la Corée du Nord. C'était la Corée du Nord faisant des informations sur l'armement nucléaire et l'Iran fournissant à la Corée des informations sur les missiles.
probablement un peu d'informations en provenance de la Russie, surtout depuis l'aide que la Corée du Nord donne à la Russie dans l'opération militaire spéciale avec l'Ukraine, et puis peut-être un peu de façon souterraine avec la Chine. Je dis de façon souterraine parce que la Chine est assez méfiante vis-à-vis de la Corée du Nord, qui est imprévisible. La Corée du Nord fabriquerait des chars inspiré du T-72+, fabriquerait des missiles et maintenant une sorte de sous-marinade locale et des frégates, mais n'a pas atteint, à ma connaissance, un niveau d'autonomie réel. Ceux qui ne peuvent pas se fournir, fabriquer en Corée du Nord, ils se fournissent ça par des moyens souterrains auprès de fournisseurs peu scrupuleux. Mais j'aurais pu citer la Corée du Nord, effectivement, comme étant sur la voie d'acquérir une certaine autonomie de BICD. C'est vrai, c'est vrai. C'est une erreur de ma part. Euh, je, je vous présente mes excuses à ce sujet-là. Tu peux peut-être arrêter le partage de ton écran, d'ailleurs, si tu y Je vais arrives. essayer si j'ai pas. Oui, j'ai arrêté le partage. Voilà. Voilà, vous me revoyez maintenant. Merci. Voilà. Une autre question. Tu as parlé des bonnes relations Algérie-Russie d'une part et Maroc-États-Unis d'autre part. Est-ce qu'il y a des manœuvres militaires communes entre le Alors, Maroc, les États-Unis? à ma connaissance, hein, mais bien entendu, je fais appel toujours à des informations en source ouverte. Il y a eu des manœuvres Maroc-États-Unis. Oui, Maroc-États-Unis. Algérie-Russie, j'en ai pas connaissance. Sauf, bien entendu, il peut y avoir des observateurs russes dans des manœuvres algériennes et des observateurs algériens dans des manœuvres russes, y compris des délégations russes qui sont envoyées des délégations algériennes envoyées en Russie pour essayer des de nouveaux armements. Mais des manœuvres au sens conjointe, non. En revanche, Maroc-États-Unis, oui, cela a été annoncé. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des revendications sur le Sahara occidental. Une question sur la frontière algéro-marocaine au sud-est de l'Algérie, donc la zone de Colombéchar. N'est-elle pas aussi une pomme de discorde? Oui, bien sûr. C'était même la raison de la guerre des sables de 63, bien entendu. Dans des vieilles cartes marocaines que les Maroc ressortent aux Algériens, toute la partie de Colombéchar, voire même de Tlemcen, a été à un moment donné marocain, c'est sûr. Euh, et effectivement, on dit, alors ce que je vais vous dire, là actuellement, c'est une lecture des sources ouvertes marocaines, mais qui sont niées par les Algériens. Il aurait été dit que vers la fin de la guerre d'Algérie, donc dans les années 58-60, le président de Gaulle aurait proposé aux Marocains de restituer au Maroc quelques terres de l'Algérie qui avaient été, enfin, oui, qui faisaient partie de l'Algérie française, mais qui auraient été, je dirais, grappillées sur des terres marocaines entre la conquête de l'Algérie en 1830 et, jusqu'au protectorat de la France sur le Maroc en 1912, voire un peu après, donc dans lequel des terres qui étaient marocaines auraient été rattachées à l'Algérie. Donc le général de Gaulle aurait dit au sultan du Maroc, Mohamed V, bah, on va vous restituer je vous ai emprunté. Et d'après ce que j'ai lu, mais je n'en garantis pas l'authenticité puisque l'Algérie le nie, l'Algérie a dit non, non, je ne veux rien de votre part, nous en discuterons avec l'Algérie quand elle sera indépendante. Et l'Algérie, le GPRA, aurait dit oui, oui, on en discutera. Et après l'indépendance de l'Algérie en 62, les Algériens ont tout oublié de leurs promesses. Je dis ça, c'est une information qu'on trouve dans les sources marocaines et rejetée dans les sources algériennes. Et comme quoi, effectivement, Colomb-Béchard, entre autres, aurait été, jusque dans les années
en 1880, territoire marocain progressivement grignoté par la poussée française vers le sud à ce moment-là. Et au-delà de, vous avez eu une des cartes que j'ai présentées au début, qui revendique en gros tout l'ouest du Sahara algérien comme ayant été à un moment donné marocain. Euh, c'est la position marocaine, c'est pas la position algérienne. Une remarque simplement là sur les AMX-10 RC marocains qui ont été engagés plusieurs fois avec succès. Voilà, c'est un excellent véhicule qui tire juste grâce à un brevet dont je ne citerai pas par modestie le nom. Et l'auteur. Et le- Quelles j'ai acheté une belle conséquences, voiture avec. Et j'ai financé. quelles conséquences pour la France d'un éventuel conflit Maroc-Algérie? Oh, ceci, je ne l'ai pas évoqué parce que effectivement, ça débordait le sujet, mais ça a été cité dans le livre de ma première planche, hein, les 11 conflits potentiels. Il y a en France deux colonies, deux diasporas importantes, une diaspora algérienne, en gros 3 à 4 millions de personnes, hein, c'est toujours difficile à estimer, et une diaspora marocaine de 2 à 3 millions. On peut envisager que en cas de conflit, ce qu'on voit d'ailleurs dans des matchs de football en France, quel que soit le vainqueur, quand l'Algérie est impliquée ou quand le Maroc est impliqué ou quand les deux sont impliqués, il y a à l'issue du match de football quelques relations viriles entre les supporters d'un de côté, que s'il y avait un conflit ouvert entre l'Algérie et le Maroc, les diasporas marocaines et françaises ne resteraient pas indifférentes au sort des armes entre ces deux pays, du diaspora en France, et que pourquoi pas, pour, je dirais, forcer la diaspora algérienne en France, un attentat sous faux drapeau, c'est-à-dire par exemple un tir attribué à la France sur un navire algérien serait effectué par l'Algérie, c'est l'hypothèse du livre que j'ai cité, serait effectué pour faire, je dirais, des émeutes type Naël, puissance 10 ou puissance 100. Si vous voulez, quand on a une colonie aussi importante, ça, il peut se passer des choses se produisant sur le territoire français et impliquant soit la diaspora algérienne, soit la diaspora marocaine, soit les deux. C'est du moins l'argument du livre que j'ai cité pour commencer, d'Alexandra Mazin. Ah, mais c'est c'est ce qui peut se passer dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire un conflit ouvert et la volonté. Hmm, On pourrait penser que, je dirais, l'absence de réaction diplomatique française vis-à-vis d'actes pas forcément amicaux de l'Algérie, surtout depuis la reconnaissance de marocanité du Sahara par la France, pourrait avoir comme origine cette crainte. Mais ceci, j'ai une certaine compétence pour évaluer la BITD locale et les fournisseurs locaux. Je n'ai pas de compétences sur ce domaine-là. Je le cite, c'est tout. D'accord. Un commentaire là sur les bonnes relations entre le Maroc et les États-Unis, c'est qu'il y a un officier de liaison marocain intégré au sein de l'US Joint Staff. Oui, les relations sont très proches. Mais de tout temps, hein, n'oublions pas que à partir de l'indépendance marocaine, il y avait eu le Bomber Command américain, c'est-à-dire le Strategic Command, le Strategic Bomber Command, avait comment dire, basé, à l'époque c'était B-47, c'est avant le B-52, avait basé des B-47 au Maroc. C'est-à-dire que le Maroc, de l'époque, nouvellement indépendant à partir de 56, était un élément de la chaîne de containment des Américains face à l'Union soviétique de l'époque. Donc, les relations
États-Unis-Maroc sont très anciennes. N'oublions pas que le premier pays au monde ayant reconnu l'indépendance américaine en 1777, ce n'est pas la France, c'est le Maroc, ce qu'on ignore généralement. Le premier pays à avoir reconnu les États-Unis en tant qu'État indépendant, c'est le Maroc, et les États-Unis s'en souviennent. Et ça se prolonge aujourd'hui. La- une personne a la mémoire courte, les peuples ont les mémoires longues. Et les États ont les mémoires longues. Euh, Y a-t-il d'autres questions? Quel rôle la France joue ou peut jouer pour empêcher un éventuel conflit? Si par malheur un conflit éclate, que sera alors la position de la France? Eh ben, je ne suis pas à l'Élysée ni à Matignon, mais je pense que les gouvernants français auront une crainte, alors je ne vais pas employer une fois le mot frousse, c'est pas gentil, de l'hypothèse d'émeutes pro-algériennes ou pro-marocaines opposant ces deux diasporas, et un peu plus, et donc feront profil très bas et ne chercheront pas ou ne devront pas chercher à se mettre entre les deux États. C'est ma position. Mais encore une fois, c'est pas ma spécialité. C'est une position personnelle. Une question elle a signé, donc c'est Imen Chanbi donc, qui avait fait la conférence le mois dernier. Très intéressante d'ailleurs et je la félicite. J'espère qu'elle aura vis-à-vis de moi des mots aussi gentils que j'ai vis-à-vis d'elle parce que j'avais beaucoup apprécié sa conférence. Alors voilà la question. La tentative de réconciliation entre le Maroc et l'Algérie menée par les États-Unis a-t-elle des chances de réussir? Alors, c'est une très bonne question et je dirais ça dépend. La diplomatie américaine, c'est la diplomatie du gros gourdin caché derrière le dos. Ça date de Theodore Roosevelt, hein, ou de Franklin Roosevelt. Les deux avaient la même phrase, parler doucement avec un gros bâton dans le dos. Donc, certes, les États-Unis ont un moyen de pression sur le Maroc qui est de menacer de ne plus livrer de matériel. Et ça, c'est un moyen de pression très fort. Le moyen de pression vis-à-vis de l'Algérie est beaucoup plus faible, puisque la seule moyen de pression serait de réduire les achats de pétrole et de gaz, puisque l'Algérie n'est pas un client important des États-Unis, ni un fournisseur important des États-Unis. Cela étant dit, comme nous avons vu également que la Russie n'a pas trop intérêt au déclenchement d'un conflit ouvert entre l'Algérie et le Maroc, parce que ça mettrait un grand désordre dans, dans le collier de perles russes en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Euh, ce- il faut qu'il y ait un accord encore peu concevable entre la Russie et les États-Unis pour calmer le jeu de chacun des deux clients, au sens romain du terme. Hein. Donc, seul un accord futile tacite entre la Russie et les États-Unis pour calmer leurs clients respectifs, toujours au sens romain du terme, peut, à mon avis, être utile. Chacun ayant ses propres moyens de pression. C'est ma position, moi. Ça veut pas, comme je dis bien, moi je sais compter les chars, ce que ma femme dit en disant tu les allies, tu les comptes. Les moyens diplomatiques, je suis beaucoup plus euh, léger là-dessus, beaucoup moins sérieux. D'accord. Là, on a épuisé les questions écrites. Bon, il y a quelques. Ah non, voilà une qui arrive. Alain Crémieux. En cas de guerre, nous devrions envoyer des rechanges au Maroc, non? Alors moi je dis oui, parce que si on n'envoie pas de rechange, on est plus sérieux après. Mais c'est une position d'un ancien marchand de canon. Hein. J'étais marchand de canon pendant suffisamment de temps.
quand on veut rester, je dirais, crédible vis-à-vis d'un client, et ça couvre tous les clients, hein, parce que les autres clients, il faut continuer à faire le marché, le service après-vente. Mais au moins discrètement, hein, pas forcément le clair au nez, mais il faut continuer. De toute façon, aujourd'hui, nous ne sommes plus le fournisseur principal du Maroc, de loin. Le fournisseur principal du Maroc, le premier à ma connaissance, c'est les États-Unis, et le deuxième, c'est Israël. Et eux qui Hmm. continueront à fournir. Mais arrêter des livraisons quand le client a des problèmes, c'est la meilleure façon, non pas de perdre un client, mais de perdre tous les clients. Mais je dis bien, c'est une réaction de marchand de canon. C'est pas du tout Hmm. une réaction éthique. Bien, donc il y a quelques mots de félicitations, mais on peut peut-être demander si des personnes à distance veulent prendre la parole et poser une question plutôt que de l'écrire. N'hésitez pas. S'il y a des volontaires qui veulent se lancer, Bonjour Jean-Claude. C'est Imen Chamby, j'ai une autre question si vous permettez. Avec pas de plaisir. problème. Allô, vous m'entendez? Très bien. Oui, Ah, oui. donc déjà je voulais vous féliciter Monsieur Michon, donc excellent exposé et puis c'était très synthétique et bravo. Donc je vous Moi retourne qui vous le remercie à mon compliment. tour Voilà. de votre conférence d'il y a un mois. Merci à vous. Alors moi j'ai une autre question. Euh, L'Algérie en fait a récemment renforcé sa coopération militaire avec la Tunisie. Et il y a un très gros rapprochement actuellement avec la Tunisie, notamment avec des exercices en commun, avec aussi un Exact. approvisionnement. Alors la question, c'est en cas de conflit, par exemple potentiellement entre le Maroc et l'Algérie, sachant que l'Algérie a aussi fait pression sur la Tunisie pour justement limiter ses échanges avec le Maroc, est-ce qu'en cas de conflit, l'Algérie pourrait justement, on va dire, amener la Tunisie aussi dans ce conflit, ou bien alors utiliser la Tunisie comme une base arrière, de projection ou autre? Alors, vous avez posé une très très bonne question. Et en plus de ça, n'oublions pas quand même que la constitution de l'Algérie dans ses frontières actuelles s'est faite Mm. un peu au détriment de la Tunisie il y a un siècle ou deux, hein. C'est-à-dire que la Tunisie du Bey était un peu plus grande que la Tunisie actuelle, puisque les frontières ont été déterminées par le traité du Bardo en 1883 de mémoire, à quelques années près, donc avantageait la puissance dominante qui était la France. Et donc, on peut penser que certaines villes étaient plutôt tunisiennes et sont devenues plutôt algériennes après. L'oncle de ma femme, qui était le curé de Mila, Saint-Augustin était-il de l'est de l'Algérie ou de l'ouest de la Tunisie? La question reste pendante. Cela étant dit, sur le plan militaire aujourd'hui, par rapport à l'Algérie et par rapport au Maroc, la Tunisie, elle, je ne voudrais pas être négatif, n'a pas une grande importance militaire. Hein, l'armée tunisienne, depuis Bourguiba, Bourguiba se méfiait beaucoup de l'armée, il craignait un coup d'État, donc l'armée n'a jamais été extrêmement bien équipée du temps de Bourguiba, du temps de Ben Ali. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu dans les, dans les sites spécialisés des acquisitions importantes. Il y a toujours, enfin, l'aviation tunisienne est toujours équipée de d'F-5 pas très modernisés. L'armée de terre est toujours équipée de chars cuirassiers qui n'ont pas mon âge, mais enfin qui ont l'âge de mes enfants, c'est-à-dire pas tout jeunes, même si ce sont d'excellents chars qu'on avait vus dans d'ailleurs un film avec Belmondo. L'armée tunisienne, même si elle s'ajoute en totalité à l'armée algérienne, ne change pas réellement le rapport de force entre l'Algérie et le Maroc. Euh, et je dirais que même si cette armée était entièrement mise au service de l'Algérie, elle n'est ni bien armée, ni équipée, ni entraînée, et ne changerait pas le rapport de force. En revanche, effectivement, au point de vue diplomatique, ça peut être un élément important, ou du moins une aide, effectivement, au Maroc, au Maroc, ouais, à l'Algérie, excusez-moi, il étant entendu que
les deux pays ont la même méfiance vis-à-vis des États ou des États pseudo-autonomes qui se sont installés en Libye depuis la chute de Kadhafi. Ça, c'est vrai. Ils ont le même. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ce qui se passe actuellement, à mon avis, entre l'Algérie et la Tunisie. Mais encore une fois, les relations diplomatiques, c'est pas ma spécialité et je ne voudrais pas dire des bêtises. J'en dis forcément. Euh, Au point de vue militaire, au point de vue armement, le poids de la Tunisie, c'est très faible. Pause diplomatique, ça, je ne sais pas. Alors effectivement, il y a l'intérêt de la Tunisie, c'est que ça ferme la deuxième porte de la Méditerranée. La première porte, c'est Gibraltar, et la deuxième porte, c'est entre le bassin occidental et le bassin oriental de l'Algérie. Et là, le Cap Bon, est effectivement un moyen d'empêcher le passage, entre entre les deux bassins méditerranéens. Mais je pense que vous avez une meilleure compétence que moi dans ce domaine diplomatico-politique. Tiens, Je merci peux vous dire. Patrick. Y a-t-il d'autres questions à l'oral? Puisqu'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole à Philippe Leroy de l'Association L'Armement Terrestre qui, traditionnellement, au nom de l'association, va prononcer le mot de clôture. Donc, Philippe Leroy est le secrétaire général de l'AAT. Bonsoir à tous. Donc, au nom de nos deux associations, d'ailleurs, je voudrais remercier Patrick pour son bel exposé qui complète vraiment très bien l'exposé précédent de Iman Charbi. Je crois qu'avec ça, on est, si je puis dire, mieux armé pour comprendre les évolutions futures géopolitiques du Maghreb. Donc, un grand merci, Patrick. Donc, je suis prêt tout à fait à te décerner la médaille virtuelle pour nos conférenciers. Mais je crois que tu as déjà eu une médaille pour d'autres conférences antérieures. Je Une de pense que plus. la médaille virtuelle te suffit. Voilà, Merci beaucoup, Philippe. donc c'était J'espère vraiment. que je ne vais pas trop ennuyer avec mes petites. Non, Et non, je vais ça pas être trop complétait long. parfaitement Voilà, je suis bavard. Pas du tout, pas du tout. l'exposé précédent. Donc, ça donne vraiment une bonne vision d'ensemble. Donc, un grand merci. Ben, c'était Euh, vraiment un plaisir et un honneur pour moi. Merci. donc, le rendez-vous prochain, ça sera sur un tout autre sujet. Ça sera le 18 novembre et ça sera sur le futur de l'aviation stratosphérique par Monsieur Hugues Boulnois, qui est patron de la société Alto, qui est une filiale d'Airbus. Donc, le 18 novembre, on passera dans le domaine stratosphérique. Voilà, un grand merci et puis, bonsoir à tous et à la prochaine fois.